Notre voyage va commencer par des formalités de visa pour passer de la Thaïlande au Laos. Et nous croiserons au bureau d'immigration des femmes Karen. Et voici le frangipanier, symbole national du Laos. Malgré une panne d'autocar en cours de route, nous arriverons à temps pour embarquer pour la descente du Mékong. Avec le Yangtze-Kiang en Chine et l'Irrawaddy en Birmanie, le Mékong est l'un des grands fleuves de l'Asie orientale. D'une longueur de près de 4200 km, c'est l'un des plus imposants. Il prend sa source dans les hauteurs du Tibet et irrigue 6 pays: la Chine, la Birmanie, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam. Il est périodiquement sujet à de vastes crues qui sont l'une des clés de la culture du riz. Un buffet nous sera proposé à l'heure du déjeuner. Les eaux du fleuve, basses en saison sèche, ne sont pas navigables sur la totalité de son parcours. Le lendemain de notre arrivée à Pak Bang, nous traversons le Mékong en pirogue à moteur. Pour rejoindre le cœur d'un camp d'éléphants. Et nous partirons pour une promenade d'1 h 30 à dos d'éléphant. Pour aller jusqu'au sommet de la montagne qui surplombe le Mékong. Nous assisterons ensuite au bain des éléphants, puis à la présentation du groupe et de tous les cornacs. Nous partirons ensuite pour une promenade à pied pour découvrir le bourg de Pak Bang, en nous arrêtant à diverses pagodes. Le lendemain, nous reprenons la descente du Mékong jusqu'à Luang Prabang avec divers arrêts. Dans les pagodes d'abord, puis un village typique de maisons sur pilotis.
avant de nous arrêter aux grottes sacrées de Pak-U. Ces deux vastes grottes, l'une appelée Tam Ting, ouverte sur l'extérieur, la plus haute, et Tam Phun, taillée à flanc de falaise, abritent des milliers de représentations de Bouddha, de toute taille et de tout style. La trentaine de temples et monastères anciens constituent le trésor du patrimoine de Luang Prabang. La ville bénéficie depuis 1995 d'un classement par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité, donc de fonds permettant l'entretien. Tous les monuments religieux sont contigus les uns aux autres. Le plus important des trois, le Vad Visunnara, appelé Visun, est une restauration. L'original en bois avait été ravagé par les pavillons noirs. En face de l'entrée du Vat, à l'extérieur, se trouve un grand stupa dont l'origine remonte au XVIe siècle. Son véritable nom est le Tat Patum, stupa du lotus, mais à cause de sa forme, il est plus couramment appelé Tat Makpo ou stupa de la pastèque. Le Wat Sieng Tong, du milieu du XVIe siècle, est l'un des rares sites religieux de la ville à ne pas avoir souffert de la mise à sac de Luang Prabang en 1887 par les pavillons noirs, une faction de l'armée chinoise. Les autres éléments du sanctuaire sont divers. Une pirogue de compétition qui était animée par 40 rameurs. Une tour du tambour. Plusieurs chapelles, dont celle du char funéraire, à la spectaculaire façade de bois sculpté et doré. Le musée, créé en 1976, est installé dans le palais même que se fit construire en 1904 le roi Sisavangvong. Là se trouve une statuette de Bouddha en or, argent et bronze, haute de 83 mètres, sculptée d'après la légende il y a plus de 10 siècles au Sri Lanka. La façade arrière du bâtiment est décorée d'une superbe mosaïque représentant l'arbre de vie. Après le déjeuner, nous irons visiter une fabrique de papier. Puis une fabrique de tissage. Et le soir, un marché de nuit, où nous pourrons bien sûr faire quelques achats. Le lendemain, départ pour la visite d'un village Hmong.
notre guide nous montrera le travail du coton dans une nouvelle fabrique d'écharpes. Et nous irons faire une petite promenade au parc Kwangzi, parc créé pour la sauvegarde des ours. Nous poursuivrons ensuite notre journée par une excursion à la cascade de Kwangzi. Les chutes de Kwangzi sont situées à 30 km à l'ouest de Luang Prabang. Le passage de l'eau a façonné au fil des siècles de curieuses concrétions calcaires arrondies ainsi que de paisibles bassins dans la partie inférieure des chutes. Par un petit sentier forestier, nous allons rejoindre le niveau supérieur où un grand bassin naturel permet de se baigner. Nous continuerons ensuite notre montée vers la grande cascade. Un déjeuner nous attend dans le calme et la verdure. Nous visiterons un peu à l'écart le Wat Taham, sobre et pratiquement sans décoration, qui dégage une atmosphère de simplicité et de grande tranquillité. Compte tenu de l'importante concentration d'édifices religieux, nous ne pourrons visiter tous les Vats de Luang Prabang. Mais découvrons encore le Wat Sensukaram. Le soir, nous assisterons à la cérémonie de Bassi. Célébrée à l'occasion d'un événement important, comme la naissance d'un nouveau-né, un mariage, la venue d'un voyageur, le Basilao est une cérémonie collective au cours de laquelle on appelle les esprits à s'unir pour catalyser bonheur, chance et prospérité. Nous assisterons ensuite à un spectacle de danse traditionnelle laotienne. Les danseuses et danseurs ne sont pas des professionnels. Il s'agit de jeunes gens issus d'une école. En route pour le Cambodge. Malheureusement, la période de la mousson n'est pas terminée et la pluie va nous accompagner durant tout notre voyage. Après notre descente d'avion et avant de rejoindre notre hôtel, nous visiterons une fabrique de tissage, de dessins et sculptures. Notre journée va être consacrée à la découverte et à la visite des temples d'Angkor en tuk-tuk.
Angkor Thom est la dernière des cités royales édifiée sur le site d'Angkor, à partir de la fin du XIIe siècle, par le plus grand des souverains bâtisseurs de l'Empire khmer, Jayavarman VII. On y pénètre en général par la porte sud, magnifique édifice orné de l'une des fameuses tours à 4 visages que l'on retrouve au Bayon. Le Bayon est en général le premier des temples montagnes dont il constitue le centre géométrique. Cet énorme édifice de forme globalement pyramidale est coiffé d'une tour de 45 mètres de haut, ornée de 4 visages géants, regardant vers les 4 points cardinaux. Il est composé de 3 enceintes successives, s'étageant en degrés, et comporte sur tout son pourtour une cinquantaine d'autres tours plus petites, chacune arborant les mêmes 4 visages, regardant vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Puis nous longerons la terrasse des éléphants, également appelée terrasse royale. Cette terrasse, de même que la terrasse du roi lépreux la plus au nord, est édifiée nettement en surplomb du niveau du sol, où devait s'étendre une très grande place réservée aux défilés, cérémonies et festivités officielles. Taprom est le seul des grands monuments d'Angkor à avoir été laissé en état, tel que l'ont découvert ou redécouvert les explorateurs européens du XIXe siècle. De gigantesques fromagers poussent à même les murs, des lianes enserrent les pavillons de pierre, des mousses et des lichens prolifèrent sur les bas-reliefs. L'imbrication entre le végétal et le minéral est telle qu'on a parfois l'impression que c'est la jungle qui maintient la cohérence du monument et l'empêche de s'effondrer. On ne peut s'empêcher de penser au mystérieux temple oublié de la forêt tropicale, tel qu'on le rencontre dans certains récits d'aventure, comme le livre de la jungle ou Indiana Jones. Lors du déjeuner dans un restaurant local, nous pouvons admirer une gouttière crachant son eau. Car malheureusement la pluie continue et nous allons découvrir Angkor Wat sous les parapluies. Le complexe d'Angkor, énorme site de plus de 400 km², est une pièce archéologique majeure du patrimoine de l'humanité. Le mot Angkor est devenu un terme générique. Il désigne non pas un monument ou un temple en particulier, mais l'ensemble des constructions et sanctuaires, aujourd'hui éparpillés en pleine forêt. Au sud de la cité d'Angkor Thom, le temple d'Angkor Wat constitue la splendeur absolue du site. Construit au cours de la première moitié du XIIe siècle par le roi Surya Varman II, ce temple-montagne funéraire, en grès et latérite, dédié au dieu Vishnu, est l'exemple le plus flamboyant de l'architecture religieuse khmère. Plus de 80 hectares de surface, soit un rectangle de 1,5 km de long sur 1,3 km de large. Sa forme reprend le principe
d'enceintes successives protégeant un édifice central en gradin et dont la plateforme supérieure est coiffée de 5 tours en forme de fleurs de lotus. La tour centrale, la plus haute, s'élève à 55 mètres au-dessus du sol. Nous irons ensuite jusqu'au temple Bakong du Xe siècle dédié à Shiva, où nous pourrons nous imprégner de l'ambiance d'une fête bouddhiste. Le lendemain matin, en attendant l'arrivée des vélos, nous nous arrêtons devant des vestiges en briques du IXe siècle. Mais les vélos sont là, chacun fait ses réglages. Et c'est parti. Malheureusement, les inondations vont obliger le groupe à faire demi-tour. Nous embarquerons ensuite sur un bateau local pour découvrir le village Kompong Klang, un village au bord du lac Tonlé Sap. Plus qu'un simple lac, le Tonlé Sap est un peu le cœur et l'âme du Cambodge. Énorme étendue liquide qui s'étire sur plus de 100 km de long, raccordée au Mékong par la rivière qui porte son nom, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Asie du Sud-Est. C'est également l'un des lacs les plus poissonneux de la planète. Mais surtout, le Tonlé Sap se distingue par un régime des eaux pratiquement unique au monde. À peu près 6 mois par an, sous l'énorme pression du Mékong en crue, le cours de la rivière Tonlé Sap s'inverse et le lac s'étend, agissant comme un formidable réservoir. Sa superficie quadruple, elle aussi, passant d'environ 2500 km² à plus de 10 000. Même chose pour la profondeur, qui peut passer de 3 à 12 mètres. À la saison sèche, le phénomène s'inverse à nouveau et le lac recommence à se vider normalement en se déversant dans le Mékong. Cet extraordinaire mouvement naturel d'expansion est l'une des clés de l'exceptionnelle fertilité des zones rizicoles inondables qui entourent le lac. Après le déjeuner, nous arrivons à Bantesray, littéralement la citadelle des femmes. Cet extraordinaire sanctuaire de plain-pied, ciselé dans le grès rose, pas très grand, mais foisonnant de détails, date du Xe siècle. Malgré le site inondé, nous prendrons le temps d'admirer la fabuleuse richesse des figures sculptées figurant au fronton, sur les portes et les flancs des différents pavillons. Ces figures reprennent pour la plupart les légendes fondatrices de la religion hindouiste. Les sculpteurs khmers révèlent là toutes les finesses de leur savoir-faire sur les colonnettes, balustres et feuillages.
Ce sera notre dernier dîner à Siem Reap et nous pourrons voir dans le restaurant local des danses Apsara. Avant d'aller faire un tour, une fois encore, dans un marché de nuit. Le temple de Préco est nettement antérieur à Angkor Wat ou Angkor Thom. Il a été édifié à la fin du IXe siècle et présente donc un moins bon état de conservation. Ce monument n'en symbolise pas moins l'émergence de l'art classique khmer, déployé ensuite avec profusion à Angkor. Le temple Lolé, édifié lui aussi à la fin du IXe siècle. Après le temple de Prasat Amdet, nous nous arrêterons à Kampong De pour visiter un ancien pont archéologique à l'époque angkorienne. En route, nous verrons comment est préparé le riz, puis grillé, pour être utilisé dans les gâteaux ou en apéritif. En quittant notre sympathique restaurant local à Kampong Thom, nous nous arrêterons devant des ateliers de sculpture sur pierre. En faisant un détour par le petit temple de Kuanokor datant du 8e siècle. Nous cherchons au marché des noix de cajou, mais allons tomber sur des migales grillées, de gros cafards comme ceux que l'on trouve là-bas dans les salles de bain. Bref, pas très appétissant pour nous. Et nous reprenons la route pour Phnom Penh en longeant des champs inondés. Remarquons la couleur jaune et crème, couleur hindouiste et bouddhiste. À Phnom Penh, le palais royal a survécu à la période Khmer rouge. Les Khmers ayant toutefois pris soin de piller bon nombre des objets qu'il contenait. On ne peut visiter ce palais, mais il faut remarquer de l'extérieur ce superbe bâtiment de couleur jaune, la couleur royale, qui reste encore le lieu de résidence officielle du roi. Le palais a été construit par les Français au XIXe siècle, entre 1866 et 1870,
dans un style respectant à la lettre l'architecture des pagodes khmères. 4 portes entourent le palais aux différents points cardinaux. Et nous passerons devant les différents pavillons. Contigu au palais royal, on accède à la pagode d'argent par une entrée séparée. Elle date de la fin du XIXe siècle, mais a fait l'objet d'une restauration au début des années 60. Desservie par un escalier de marbre, la pagode doit son nom aux carreaux d'argent, au nombre, paraît-il, de 5000 et pesant chacun 1 kilo. Le site de la pagode d'argent est isolé de la ville environnante par une longue enceinte en forme de cloître. Les murs internes de la galerie sont décorés de nombreuses peintures relatant l'épopée hindoue du Ramayana. La statue équestre de Norodom Sihanouk, habillée en général français. Nous longerons à pied le Mékong, avant d'arriver à la colline de Phnom Penh. Pour atteindre le sommet de la colline, d'une hauteur de 42 mètres, il faut monter à l'est un bel escalier gardé par des effigies de lions et de serpents, les Nagas. Le Wat Phnom, installé au sommet de cette colline, comprend une pagode, un stupa et un pavillon. Ce temple est très fréquenté par la population locale qui accorde une grosse importance aux prières et offrandes effectuées en ce lieu. Mais quant à nous, il pleut toujours et nous n'irons pas jusqu'en haut. Le monument de l'indépendance est une construction massive qui évoque un peu un arc de triomphe revisité par l'architecture khmère. Il commémore l'émancipation du Cambodge de la tutelle coloniale en 1953. Le musée national est un vaste bâtiment de couleur rouge, édifié au début du XXe siècle dans un style khmer classique. On l'appelle aussi Musée des Beaux-Arts car il abrite actuellement un ensemble exceptionnel de statues des périodes angkoriennes et pré-angkoriennes, des fresques, des bas-reliefs et des portes sculptées. Pas de photos autorisées à l'intérieur du musée, uniquement celle du dieu Garuda. Ce musée national ouvre sur un patio très agréable.